mesdames et messieurs, amis téléspectateurs fidèles à cette émission de Rencontre-Échange, le rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité, les faits marquants de chez nous, ici au Togo et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opposition togolaise. Est-ce qu'elle existe encore? Comment relancer cette opposition qui longtemps semble rester en veilleuse? Il y a quelques jours, a été publiée une tribune par 3 acteurs politiques de notre pays. Que contient cette tribune? Qu'est-ce que ces acteurs politiques demandent de faire? On parle de conscientisation, de prise de conscience, de mea culpa, d'enterrer les égoïsmes au sein des formations politiques pour une relance des formations politiques de l'opposition. Nous en parlerons dans cette édition avec mon invité du jour, M. Uro Tchaniao Ouakpo. Merci de cette invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement qui s'appelle LDP, c'est ça? Oui. Lumière pour le développement et la paix. Exact. C'est avec vous qu'on va réfléchir sur la question de l'opposition, puis vous faites partie de ce trio d'acteurs politiques qui a publié cette tribune. Mais avant cela, on partirait un peu loin du Togo pour parler de l'actualité sur le continent africain. Il y a 8 jours, le pouvoir de Mohamed Bazoum tombait dans les mains des militaires putschistes et donc depuis, ils sont en train de réfléchir. La CEDEAO est entrée dans la danse, comme d'habitude, pour condamner ce coup de force avec la communauté internationale. Mais jusqu'alors, eh bien, les putschistes résistent, n'est-ce pas, à toutes les injonctions de la CEDEAO. Non, il fallait s'y attendre parce que l'arrivée de Mohamed Bazoum, tout le monde sait les conditions dans lesquelles il était arrivé. Ce n'est peut-être pas totalement démocratique, mais par rapport à la situation sécuritaire dans le Sahel, beaucoup de personnes ont fait profil bas. Malheureusement, il a commis des erreurs politiques et stratégiques qui, à un certain moment, avaient laissé croire qu'il ne pouvait pas finir son mandat. Donc, c'était prévisible. C'était prévisible à mon sens parce que la gestion de la crise sécuritaire dans le Sahel par rapport aux besoins, par rapport à ses relations avec ses voisins immédiats qui aussi étaient dans la même situation que lui, tout ceci là. Faites allusion au Burkina et au Mali. Je fais allusion surtout au Mali avec des propos, avec une incondescendance. Oui, il a pris position par rapport à la junte. Il a pris position par rapport à la France, oui. Disons-le. Tout le monde avait constaté que Mohamed Bazoum était devenu beaucoup plus le préfet de la France que le président de la République du Niger par rapport à la situation politique. On attendait qu'il s'exprime par rapport à un sens patriotique pour l'intérêt général de la population, mais à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il défendait beaucoup plus l'intérêt de la France, des États-Unis, que de ses propres patriotes. Oui, alors la transition militaire au Mali, une transition militaire aussi au Burkina Faso et en Guinée, on en parle aussi, et voilà le Niger. Est-ce que ça veut dire que c'est une expression d'une liberté reconquise ou bien c'est un truc tracé qui va... Un vent qui souffle? Oui, quand vous voyez ce qui se passe, vous allez dire que le doyen Godwin Tété avait raison quand il parlait dans son livre « La nation nègre ». Parlons-en. Il avait tout prévu. C'était un rêve pour lui de voir les Africains reprendre leurs responsabilités par rapport à tout ce qui se passe comme pillage des ressources, pour ce qui concerne la manipulation du pouvoir en Afrique par rapport à tout ce qui pouvait être résumé comme le néocolonialisme et l'impérialisme. Donc, nous disons, en tout cas, selon notre analyse, c'est un processus de la libération définitive de l'Afrique qui a commencé depuis 3 ans avec ces 4 coups d'État. Oui, en moins de 3 ans. Qui se sont succédés. Et quand vous voyez, la première des choses qu'ils font, c'est de dénoncer les anciens accords qui ont eu lieu pendant la période post-coloniale. Oui. Donc, il y a un malaise quand vous voyez la manière dont les richesses de nos pays sont gérées et la pauvreté grandissante qui est à fleur de peau dans nos populations. La génération aujourd'hui est une génération consciente, il faut le reconnaître. Donc, aujourd'hui, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une conjonction entre la population et son armée, ce qui n'était pas le cas après les indépendances, lorsque
la France a voulu remplacer les nationalistes par des régimes fantoches. Je me rappelle dans Noir Silence, Xavier Verschave l'a dit que De Gaulle, en installant ces fantoches, leur a donné, il leur a dit, enrichissez-vous, bâtissez-vous des fortunes, confondez les caisses publiques et les caisses privées, mais mettez vos pays sous l'orbite de la France-Afrique. Et quand vous regardez, après la première génération des présidents tels que Sylvani Solipio, Modibo Keïta, Amadou Duri, tous ces gens-là qui avaient l'esprit nationaliste, tous ceux qui sont arrivés se sont beaucoup plus intéressés à l'enrichissement illicite. Et vous avez vu, ils ont cédé pratiquement toutes les richesses à la France qui gérait tout. Et c'est la pauvreté qui a pris le pas. Malheureusement, la troisième génération des chefs d'État que nous avions constaté avec les Faure Gnassingbé, Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky Sall, qui aurait pu, Alpha Condé, un professeur, qui aurait pu vraiment changer la vision de la chose, ont été encore plus catastrophiques, beaucoup plus englués dans la volonté du troisième mandat que le développement de leur pays. Donc voilà, quand vous voyez tout ça là, en bon démocrate, on ne peut pas se féliciter d'un coup d'État, mais quand vous voulez analyser la réelle politique, vous allez constater que tous les peuples, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou en Guinée, ont soutenu les coups d'État. Et ailleurs, des gens attendent, parce que la question que beaucoup se posent, c'est à qui le tour? Parce que finalement, c'est l'ère de la libération totale de l'Afrique, en commençant par l'Afrique occidentale qui a commencé. Est-ce que vraiment c'est la solution à tout ce que vous déplorez là? Non, bon, est-ce que les coups d'État peuvent être solution à la malgouvernance, au problème de pillage des richesses? Non, pas du tout, pas du tout. Mais nous avions vu quand même des chefs d'État qui sont arrivés par des coups d'État et qui ont redressé leur pays. Quand vous prenez par exemple à côté de nous, au Ghana, Rawlings est arrivé, il a tout redressé. Par un coup d'État, oui. Par un coup d'État. Donc, on peut dire que l'esprit nationaliste et patriotique, si il est mis devant, on peut espérer que dans tous les cas, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, les populations ne sont plus comme les populations des années 80, 90, qui, à un certain moment, ont laissé faire. Maintenant, surtout les jeunes militaires bien formés. Oui, de plus en plus, il y a de grands officiers qui sont formés. Qui intègrent facilement la population et le monde. Mais sauf qu'ils se convertissent en politique, le militaire dans la arène politique, qu'est-ce que ça peut donner? Non, le militaire, vous savez, je vais vous surprendre. Dans les grandes écoles, ils sont là. Quand moi, comme enseignant, comme oui, à l'université, quand on était à l'université, il y avait des jeunes des officiers, avec qui nous avions fait, qui sont retrouvés à IFOFAT après la maîtrise. C'est des gens qui très brillants, donc qui maîtrisent quand même soit le droit, l'économie, ainsi de suite, les mathématiques. Moi, je connais un gendarme qui avait la licence en mathématiques avant d'arriver dans l'armée. Donc, il y a des corps d'élite bien formés, intelligents, qui peuvent faire l'affaire. Amadou Toumani Touré nous a montré que quand il était redevenu, quand il avait fait le coup d'État, il est revenu, il a été élu brillamment et il a gouverné. Sauf que l'histoire de la Libye, avec la mort de Kadhafi et tout ce qui a suivi, ça l'a emporté. L'emporter. Donc, nous ne disons pas que c'est bon le coup d'État, mais nous disons que c'est nos chefs d'État qui offrent cette possibilité comme dernier recours. Quand vous regardez la manière dont eux-mêmes ils font des coups d'État comment l'appelle-t-on, constitutionnels, par exemple au Togo, nous avions vu après la mort de Yadema ce qui s'est passé. C'était un triple coup d'État. Un coup d'État législatif, constitutionnel et militaire. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand le chef de l'État avait promis que lui c'est lui, moi c'est moi, mais aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Donc, cela fait que
Bon, on ne peut dire que les chefs d'État aussi, sur qui on pouvait compter, qui sont des civils, ne sont pas mieux. Ils ont déçu. Ils ont vraiment déçu. Quand vous prenez. On sait souvent le cas d'Alpha Condé, qui était Alpha Condé, dans l'opposition. Les IBK, oui. Un peu partout, ils ont déçu. Alassane Ouattara, qui pouvait, après tout ce qu'il a fait, laisser le pays. Lui-même, il avait promis qu'il fallait laisser le pays à des nouvelles générations. Oui. Mais malheureusement, c'est lui-même qui est revenu. Et je suis sûr que si on le laisse, il va vouloir faire un quatrième mandat. Alors, et comme d'habitude, hein, les condamnations fusent de toutes parts, assorties de menaces, de sanctions économiques, et toutes, comme cela se passe bien souvent, des sanctions très sévères, et sans aller par voie graduelle, et qui sont appliquées en même temps au Niger. Quand vous regardez ces sanctions, on a comme l'impression que tout est dicté de l'extérieur de la CEDEAO, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un pays comme le Niger, qui a la pauvreté à fleur de peau, à qui la nature n'a pas été généreuse sur le plan climat et autres, et on va imposer des sanctions. Moi, j'appelle ça, c'est une punition collective qu'on applique à la population, et c'est vraiment regrettable. Surtout que ces sanctions ne frappent pas forcément les dirigeants. Pas du tout. Et ils ont des tonnes de nourriture et tout. Ils ne sont pas dans le besoin. C'est la population qui est dans le besoin. Ils n'ont pas de port, ils n'ont pas d'ouverture avec l'extérieur. Alors, vous ne pouvez pas. C'est une mort lente qu'on impose à la population. Et je pense que la CEDEAO pouvait encore réfléchir mieux que ça. Et on a comme l'impression que c'est les États-Unis, c'est la France, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le progrès et le développement du Niger. C'est par rapport aux ressources. À leur intérêt. À leur intérêt. Surtout, tout le monde parle aujourd'hui de l'uranium, que la France et les États-Unis exploitent sans vergogne, sans que le retour soit bénéfique pour le peuple du Niger. C'est pour ça que vous allez constater que la population, aujourd'hui, est derrière ces militaires putschistes. Hier encore, jour de l'anniversaire de l'indépendance du pays, ils étaient sortis nombreux pour montrer leur soutien à la junte qui a pris le pouvoir. Il fallait s'y attendre parce que le moment aujourd'hui, c'est l'anti-France-Afrique, l'anti-impérialisme. Donc, il y a beaucoup d'informations que la population a, ce qu'on ne disait pas avant. Moi, j'ai appris que la France achète l'uranium à 27 000 francs le kilogramme, alors que le même kilogramme d'uranium est vendu au Nicaragua et dans d'autres pays à 131 000. Vous voyez la différence. Et quand vous voyez la manière dont l'or et les autres richesses du pays sont exploitées sans que cela ne revienne à la population, c'est normal que le peuple se révolte. J'ai suivi en live une réunion des étudiants de Niamey. C'est la révolte totale. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce coup d'État n'est pas salvateur, c'est vrai, mais c'est un message. C'est un message à l'Occident pour lui dire que les Africains ne sont plus prêts à se laisser gérer comme ils veulent. Les Africains veulent aussi avoir le droit d'avoir des relations particulières avec qui que ce soit. J'ai suivi, il y a un message qu'on a fait diffuser de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc dit que la Chine propose la construction des infrastructures aux Africains, la Russie propose la sécurité, l'Inde propose le développement de l'agriculture et la France propose l'homosexualité. Et le choix est clair. Donc, c'est symbolique, mais c'est la vérité. Donc, nous disons que... Alors, pensez-vous que le coup d'État au Niger soit consommé, une réussite? Parce que jusque-là, Bazoum n'a pas encore signé sa démission par rapport à ce qui s'est passé au Mali et au Niger. Non, c'est que Bazoum pense qu'il a le soutien des États-Unis. Mais puisqu'il communique encore. Il communique encore. Pas plus tard que il y a 2-3 jours, il a fait une tribune dans le journal américain. C'est parce que c'est un coup d'État intellectuel. Si on avait donné cette possibilité à Sylvanus Olympio, je pense que ça ne devrait pas être pareil. Donc, c'est un coup d'État civilisé
Et c'est pourquoi Oui, puisqu'il n'y a pas eu fusion de sang. Oui, il n'y a pas eu fusion du sang, il n'y a rien eu. On l'a juste conduit dans un coin, on lui a donné tout. Bon, mais il faut reconnaître que tout ce que la CEDEAO fait, pour moi, c'est la CEDEAO aujourd'hui, c'est comme un chien édenté. Et puis, qui ne fait que aboyer, ben, qui ne peut plus mordre. C'est fini. Donc, tous ces chefs d'État. La CEDEAO va poser hein, que si ça ne va pas, Non, il mais recours à la force. oui, on le Il dit. reste encore quelques jours Ce n'est pour pas le délai soit expiré. Oui, ce n'est pas. Si la CEDEAO pouvait le faire, pourquoi ne l'avait pas fait dans le cadre de la sécurité, avec tout ce que les terroristes ont semé en Afrique occidentale depuis plus de 2 ans? Pourquoi n'avait pas-il constitué une armée pour combattre ceux qui détruisent les familles entières que de venir combattre ceux qui ont isolé un seul chef d'État? Donc, nous disons que la CEDEAO n'a même pas les moyens. Elle n'a pas ces moyens-là. Vous pensez que... Mais vous regardez tous ces pays-là, ce que le Sénégal, aujourd'hui, la situation dans laquelle le Sénégal est. Est-ce que le Sénégal a le temps ou les moyens nécessaires pour abandonner la crise interne pour aller combattre au Niger? La Côte d'Ivoire n'est pas aussi totalement en sécurité. Le Bénin, bon, lui, il est apparemment, ses nouvelles relations avec le Nigeria, là, le rassure, mais ce n'est pas suffisant. Donc, dans le Togo, je n'ose pas parler parce que ce qui se passe au niveau de la région de la Savane montre à suffisance que le Togo a besoin de ses soldats pour défendre ses frontières que d'aller combattre au Niger pour des intérêts qui ne sont pas directement distribuables avec le Togo. Donc, nous disons que cette situation, il faut négocier autrement. C'est ça. Vraiment, permettre au peuple. C'est que le Niger reste le seul pays plus ou moins stable par rapport à la gestion de la crise sécuritaire. Non, quand on le dit, c'est parce que on n'a pas toutes les informations. Parce qu'il n'y a pas longtemps que des militaires nigériens ont été tués. Et plusieurs fois, même ils se plaignent par rapport à ce qui se passe. Donc, la stabilité dont on parle, c'est par rapport à la volonté de la France et des États-Unis. Sinon, ce n'est pas une stabilité où le peuple nigérien se sent aussi heureux et, en tout cas, dans la plénitude de la gestion de ses richesses. Peut-être encore une question sur le Niger avec... les gens pensent que, bon, une certaine opinion pense que les conditions n'étaient pas aussi réunies pour un coup d'État. On parle de coup d'État de trop. La situation n'était pas la même au Mali ni au Burkina. Oui, ben, on peut le dire, mais c'est aux Nigériens de savoir le malaise qu'ils ont. Quand vous regardez... Et que c'est un coup d'État pour régler un problème personnel entre Bazoum et le chef de la garde présidentielle. Il faut le reconnaître que c'est un coup d'État qui est parti d'une humeur. Mais Bazoum devrait quand même tenir compte de la situation dans laquelle il se trouve et surtout de la population. Parce que son pouvoir, la base de son pouvoir, ce n'est pas un pouvoir totalement démocratique, c'est un pouvoir... Oui, puisqu'il a raté un coup d'État à la veille de sa prestation de serment. Voilà, donc il devrait quand même savoir que il devrait marcher sur les œufs. Et il comptait sur l'appui de la France. Est-ce qu'on peut dire que la France l'a lâché? Non, la France même a été surprise. Oui. Ce coup d'État a surpris énormément la France, parce que la France aussi est on n'a rien vu venir. Hein. On n'a rien vu. Les services Oui, de renseignement de France. Parce que la France aussi, elle est engluée dans ses propres problèmes internes. Et tout ce qui se passe aujourd'hui avec le boycott de la Guinée, de Mali, tout ça là, c'est que la France aujourd'hui, elle n'a pas totalement, ses services sont un peu partout. Et la guerre en Ukraine aussi ne permet pas de libérer toutes les énergies pour permettre à la France d'être dans son précaré en Afrique occidentale. Donc, vous savez aujourd'hui, et c'est ce qui fait que tous les pays, surtout de l'Afrique francophone, beaucoup de personnes tremblent. Aujourd'hui, quand vous prenez Macky Sall, je ne suis pas sûr qu'il est tranquille. Quand vous prenez Alassane Ouattara, je ne suis pas sûr qu'il, depuis un certain temps, il ne continue pas à dormir pour rêver. Bon, au Togo, on ne peut pas dire le contraire parce que c'est à nos portes. Donc, en tout cas, c'est pour ça que nous disons que le vrai problème, c'est que nos chefs d'État ont accepté la démocratie sans accepter le principe. Quand vous empêchez le peuple de s'exprimer, quand vous empêchez les corps de métier de s'organiser,
Et il va arriver un jour que de guerre lasse, les gens vont sortir de leur groupe d'une manière surprise. Ça peut exploser. Et ça peut s'exploser, et c'est ce qui arrive au Niger. Encore un mot, peut-être sur le Sénégal, hein, avec l'arrestation de l'opposant Sonko et puis la dissolution hein, de sa formation politique, le PASTEF. Qu'est-ce que c'est Oui, est-ce que Sonko n'est pas victime de son populisme, oui, aussi? Il faut reconnaître que Sonko est tombé dans un piège qui lui a été tendu par le pouvoir. C'était le vendredi passé, cette histoire. À la sortie de mosquée. À la sortie de mosquée, pour avoir arraché le téléphone, c'est qu'il est tombé dans ce qu'il ne fallait pas. Ce qu'il ne fallait pas. Il sait qu'il est homme public. Hein, mais au contraire, même moi, à sa place, je devrais même m'offrir. Parce que vous voyez, ce que Sonko vit, c'est ce que la plupart des opposants vivent. Ce qu'ils vivent au Sénégal, nous, on l'a vécu ici. Et alors, si dans ces conditions, il nous arrive, quand nous allons faire des meetings, les militaires ou bien les gendarmes, en tenue, ils viennent, ils copient tout ce que vous dites. Parfois, moi, je les appelle, je dis, mais il faut venir enregistrer. On leur donne leur place parce que tout ce que nous disons, c'est vérifié, c'est vérifiable. Donc, Sonko est tombé dans... Plusieurs fois, on l'a entendu des pièges, et plusieurs fois, il est tombé dans ces pièges. Bon, en tout cas, il aurait pu venir faire quelques mois au Togo pour faire un stage comment on fait l'opposition dans un pays de démocrature, là où on applique la dictature à la démocratie. Peut-être que ça lui aurait permis d'éviter certaines choses. Quelle issue vous imaginez pour le Sénégal? Et maintenant que Macky Sall ne va pas se présenter, il y a une guerre interne à l'intérieur de son parti aussi. Sonko est éliminé. Alors, finalement... peut-être que Macky Sall va nous jouer le tour de Alassane Ouattara pour venir dire que pour des raisons de sécurité, il s'est dédié. Ce n'est pas la première fois. Abdoulaye Wade s'était dédié. Abdoulaye Wade s'était dédié. Lui-même, il a dit, bon, si j'avais dit, je me dédie. Donc, ce n'est pas évident. Il y a aussi ce scénario, quoi. Il y a aussi ce scénario. Donc, et bon, les anciens qui étaient aussi en difficulté avec Macky Sall sont en train de revenir. C'est que, bon, vraiment, c'est la politique. Ne peut s'imaginer ce qui va arriver. Et Arikona Bédié s'en est allé? Est-ce que ça veut dire que ça va changer la carte politique? Puisque non, il y a les anciens, il y a Ouattara, il y a Gbagbo, même avec la mort de Bédié, est-ce que bon... Je pense que la mort de Bédié va aider Alassane Ouattara dans son imagination, parce qu'il a toujours dit que si les deux là sont candidats, lui aussi sera candidat aussi. Bon, Dieu a arraché Bédié et il a réussi depuis un certain temps à enlever Gbagbo sur la liste électorale. Bon, donc il a éliminé d'office. S'il a réussi à éliminer ses adversaires, bon, nous osons croire que c'est dans l'intention de se retirer et laisser les jeunes, en tout cas, gérer le pays comme il avait prévu. Mais avec Alassane Ouattara, bon, il faut s'attendre à tout. Merci, M. Tchaniao Rouako, pour ces éclairages. Rencontre échange, nous avons fait le tour d'horizon de la situation hors du Togo. Revenons maintenant chez nous, en territoire togolais, pour parler de l'opposition togolaise. Une opposition dont les activités sont quelque peu mises en veilleuse. On a vu tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à l'interne des formations de l'opposition lors des derniers congrès, le cas à l'UFC, même à l'ANC aussi, vous êtes un exclu de l'ANC. Alors, finalement, comment cette opposition peut renaître de ses cendres, et surtout que nous sommes dans une année électorale? Non, ce n'est pas à l'opposition de renaître de ses cendres, c'est à la population de se remobiliser. C'est ça. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de dire pour les autres pays, cela va sans dire qu'au Togo aussi, c'est que la population, à un certain moment, face à la confusion dans les débats politiques, la population s'est laissée manipulée, elle-même, elle a déserté. Et emportée par un certain lacisme. Hein. Non, c'est qu'elle elle reprend le message que le pouvoir véhicule. Que l'opposition n'est pas ceci, l'opposition a fait ceci, tel opposant a pris de l'argent, tel. Et ça dit que la population a pris ça en compte, alors que cela ne devrait pas.
Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit que lorsque le champ, la forêt brûle, tant que le feu n'est pas éteint, les insectes et les oiseaux ne se félicitent pas. Nous sommes en combat et le combat n'est pas encore fini. Il fallait plutôt voir comment s'organiser pour continuer la lutte que de voir qui a piétiné qui a marché sur qui. Et il faut reconnaître aussi que pour ça, les leaders de l'opposition aussi ont prêté le flanc. Ils se sont comportés comme si on était dans la cour de l'école primaire où chacun peut dire ce qu'il veut à l'autre sans voir ou sans présager que j'ai besoin de l'autre. Donc, c'est ça le vrai problème au Togo et nous devons nous atteler à ça. Et c'est ça le sens de notre appel. À cela s'ajoute, on parlera de votre appel tout à l'heure, à cela s'ajoute les crises internes que les partis ont connues. Oui, ces crises internes, en réalité, c'est des crises qui sont nées du manque de débat interne. Parce que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, avec la situation politique que nous avons traversée, tout le monde a quelque chose à apporter, surtout en matière de la stratégie. Vous savez, avant, puisque je suis un manager, moi, avant, l'information circulait comme dans l'armée, d'une manière verticale. Oui. Du haut vers le bas. C'est le chef qui a parlé et tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut tenir compte des informations du bas vers le haut. Et quand vous tenez compte des informations du bas vers le haut, ce n'est pas un staff qui doit décider, mais c'est qu'il doit avoir un débat interne en tenant compte des antithèses et que les chefs devraient s'en tenir, en tout cas, faire la synthèse. C'est-à-dire que les chefs devraient, en tenant compte des contradictions internes, faire la synthèse. Ce qui est normal d'ailleurs. C'est ce qui devrait se faire. Oui. Et maintenant, donner l'orientation avec tout le monde. Mais on a toujours continué comme si on était des boy scouts, avec le chef qui dit, bon, levez-vous, prenez vos sacs, on avance. Alors que tout le monde sait que sur le terrain, ça ne répond pas. Oui, c'est que nos partis politiques sont gérés d'une manière patrimoniale, parce qu'en fonction même de leur création, c'est quelqu'un qui crée. Effectivement, c'est pour ça que nous disons que les choses ont évolué, sauf que dans l'organisation interne, les gens n'ont pas compris que les choses ne sont plus les mêmes. Que le Togolais de 2002 n'est plus comme le Togolais de 1970-80. Les choses ont changé, les informations vont vite. Il y a des choses qu'on cachait avant, aujourd'hui on les dit publiquement. Il y a des personnes, avant même d'avoir vérifié. Avant même d'avoir vérifié, parfois même on ne vérifie pas. Et puis bon, les gens prennent ça comme vérité de la Bible. La vérité, et puis c'est fini. Et le mensonge pour détruire l'autre est monté. Les calomnies, les invectives. Tout ça là est arrivé. Et voilà, il y a eu une confusion totale au niveau du débat, surtout en interne. Et bon, c'est ça qui a créé tous les problèmes. Vous voyez ce qui se passe. Vous l'avez cité, tous les partis politiques, en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas eu de débat et que certaines personnes ont gardé leur comportement. Les vieilles habitudes. Oui, les vieilles habitudes avec un ego surdimensionné, pensant que bon, toi, tu es qui pour que tu me dises ce que je dois faire, que toi, tu es. Bon. Et tout ça là a créé une situation que personne ne maîtrise aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça que dans une tribune à trois, avec Jean Kissi et vous-même, et Urodikwa, vous avez publié une tribune intitulée « De la responsabilité politique ou de la nécessité pour l'opposition de s'unir pour le Togo ». Question, comment une telle idée est-elle venue et comment est née cette volonté de publier cette tribune et quelles sont les remarques que vous avez faites et les constats que vous avez faits sur le terrain? Oui, nous avions fait des analyses. Nous avions pris au moins 3 mois pour réfléchir. Ensemble, hein? Ensemble. Vous êtes retrouvés. Nous sommes retrouvés. De sensibilités différentes. Hein? Oui, de sensibilités différentes. Il faut reconnaître que Jean Kissi et moi, on se connaissait, on a fait l'assemblée ensemble. Donc, chacun connaît la valeur de l'autre. Et lorsque la situation a commencé, on avait commencé par réfléchir. On l'avait fait avant la CNAP, on l'avait fait, mais dans un autre groupe.
Voilà. Et on avait fait des réflexions, moi j'étais dedans, nous avions même rencontré tous les chefs de parti pour qu'ils puissent parler d'une seule voix. Sauf que au début, ça a marché, mais vers la fin, bon, les égos sont revenus et puis on a vu la fin. Et nous sommes dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut quand même rassurer le peuple. Il y a un langage aujourd'hui pour rassurer le peuple parce que la base de tout changement que nous voulons viendra du peuple. C'est vrai qu'il faut arriver à mettre ensemble et le peuple et l'armée, ou le peuple et la communauté internationale. Parce que c'est trois acteurs. Il y a le peuple, il y a la communauté internationale et l'armée. Si vous arrivez à avoir l'armée, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Si vous arrivez aussi à avoir la communauté internationale, l'armée va se plier. Mais tant que cette confusion existe, ni la communauté internationale, ni l'armée ne viendra pas. Donc, il faut ramener ces trois composantes, et surtout au niveau des leaders, pour qu'ils cessent les invectives, pour qu'ils cessent leur comportement, pour qu'ils rassurent le peuple, pour que le peuple accepte encore se remobiliser et donner le meilleur. Donc c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés et nous avions fait les diagnostics à trois niveaux. Oui, nous avions dit que le pouvoir à plus de 80% est responsable de la situation par rapport à la situation socio-politique, par rapport à la situation socio-économique, avec la pauvreté, la mauvaise gestion, tout ce que nous pouvons constater. Et nous avions fait aussi le constat que l'opposition n'est pas du tout neutre de ce qui est arrivé. Elle a aussi sa part de responsabilité. Elle a sa part de responsabilité depuis le code 1, le code 2, C14, parce que à chaque fois, c'est vers la fin, vous allez trouver que quand on est proche de réaliser l'objectif, il y a toujours des problèmes entre eux. Et c'est surtout l'égoïsme, la haine, la volonté de dire que c'est moi ou rien. Donc tout ceci-là a conduit à cela. C'est pour ça que nous demandons à l'opposition aujourd'hui d'enterrer la rage de guerre, d'aller déposer leur haine et tout ceci-là au vestiaire, faire le mea culpa, revenir se mettre autour d'une table pour une stratégie commune afin d'aller sur le terrain, rencontrer la population avant les échéances qui arrivent. Parce que nous avions dit 2025 sera déterminé par les résultats des élections législatives et régionales. Si on n'arrive pas à... Alors sur ça, toute l'opposition est d'accord, qu'il n'y a pas de boycott, que tous, n'est-ce pas, vont prendre part à ce scrutin. Cette fois-ci, il n'y aura pas de boycott, sauf... Parce qu'on a tiré le son Oui, tout le monde a tiré le son. Vous savez, j'avais fait une tribune, c'était en décembre, vers la fin du mois de décembre, pour appeler tout le monde à dire que le train de 2018 était parti. Le train là s'apprête à rentrer à la gare. Il faut que chacun maintenant, même le parti au pouvoir, parce qu'ils sont partis laisser l'opposition, mais ils n'ont rien rapporté. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pouvoir peut nous dire? Que le fait d'être à tous les niveaux, au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir législatif, au niveau du pouvoir judiciaire, tous ces pouvoirs-là dans les mains d'un seul parti, qu'est-ce que le Togo a gagné? Au contraire, sur le plan économique, le Togo a reculé et il continue de reculer. Ça veut dire que nous avions tous intérêt à ce que les Togolais puissent s'entendre et revenir dans des meilleurs sentiments pour avancer. Donc, tout le monde a intérêt. Et pour pouvoir le faire, nous avions dit, il faut que tous les détenus politiques soient libérés, y compris Pacha Nyansingbe. Donc, nous avions appris que Pacha Nyansingbe est de retour. Est rentré au pays. Mais toujours gardé, c'est ça. Bon, personne ne peut nous dire concrètement ce qui se passe et quelles sont les raisons pour lesquelles on l'a fait revenir. Mais dans tous les cas, il faut que... nous avions des gens... Vous le considérez aussi comme un politique? Ben, c'est bien, puisque c'est pour des raisons politiques qu'il a été arrêté. Même le coup d'État politique, c'est ce que nous sommes en train de dire par rapport aux autres pays. Donc, ce qui est vrai pour les autres pays est aussi vrai pour le Togo. Donc, surtout, nous avions parlé aussi d'une amnistie pour ceux qui sont exilés, parce que c'est des gens talentueux qui ont des choses à apporter à ce pays. Quand vous prenez Olivier Ama, Boko, quand vous prenez Tipi Achadam, quand vous prenez Monseigneur Poduro, aujourd'hui, nous devons tous avoir honte au Togo
que Monseigneur Kodjo soit à l'extérieur du pays pour des raisons politiques. Tous les Togolais doivent être concernés par rapport à cette situation. Donc, Agboime Kodjo, dont on ne peut pas parler parce que quelqu'un, avec tous ces bagages qu'il a, donc, tous, ils ont quelque chose à apporter. Donc, il faut... libérer les prisonniers politiques, signer une loi d'amnistie pour faire rentrer tout le monde. Maintenant, éviter les affectations punitives dans la fonction publique, l'arbitraire, tout ça là, et aussi la chefferie traditionnelle, parce qu'il y a trop d'émissions du pouvoir central dans la gestion de la chefferie traditionnelle, tout ça là, et faire des états généraux dans tous les compartiments de l'État pour que tous les Togolais puissent contribuer, apporter leur point de vue pour qu'on puisse avoir un seul cahier des charges pour le développement de notre Togo. Parce que depuis l'ASCAP jusqu'au PND, on nous a parlé de l'émergence du Togo en 2030. Nous sommes déjà en 2023, mais on ne voit même pas le début de cette émergence. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, les Togolais n'ont pas adhéré et que l'esprit patriotique de ceux qui sont à la tête du pays, en tout cas, a démontré, parce qu'on ne le sent pas. On ne sent pas l'esprit patriotique, de telle sorte que toutes les richesses qu'on utilise, tous les budgets, personne ne peut nous dire comment tous ces budgets-là, comment toutes ces richesses-là sont gérées dans le pays. Et vraiment, si on ne le fait pas, qu'on ne soit pas surpris un jour que ce qui arrive dans notre pays puisse arriver dans notre pays aussi. C'est ça. C'est possible. Et comment votre tribune a été accueillie dans l'opinion auprès des chefs, des autres, les leaders classiques de l'opposition que nous connaissons? Il faut vraiment féliciter la presse togolaise qui a diffusé énormément. Il y a eu beaucoup d'émissions, nous avions suivi. Nous-mêmes, vous venez de l'inviter aussi. Mais il faut reconnaître que beaucoup de personnes ont fait le débat, même sans nous. C'est vrai qu'il y a une seule question qui est revenue sans réponse. Comment des gens comme nous qui avions des difficultés avec nos partis à l'origine, c'est nous qui appelons à l'unité. Bon. Mais nous avions dit que, en fait, nous sommes comme des chercheurs au laboratoire. Nous avions montré, c'est là où Dieu qui l'a dit. En toute chose, il faut chercher la voie. Nous, on a montré la voie et nous disons que c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas obligatoirement que ce soit nous qui allons prendre le devant pour faire avancer. Mais il faut reconnaître que nous avions des appels. Des gens nous ont appelés pour nous demander comment ça va se faire. Donc, nous sommes en réflexion pour voir la deuxième phase. La deuxième phase. Et nous félicitons. Hier, nous avions appris que le grand mouvement citoyen a été mis sur le fonds baptismaux. Donc, voilà ce que nous demandons. C'est-à-dire que le Togo est vaste. Et il faut que chacun, en ce qui le concerne de son côté, puisse labourer pour qu'on puisse faire la jonction à un moment donné. Les plus sceptiques vous diront qu'on a tout essayé. Hein? Oui, c'est Mandela qui l'a dit. On a tout essayé jusqu'au jour où quelqu'un va essayer, il va réussir. Donc, l'impossible n'est pas humain. Tout ce que l'on pense qu'il peut réaliser, même si lui-même il n'arrive pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est ça. Ouais. Et vous parlez dans votre tribune d'examen de conscience et d'acte de contrition en faisant taire les égos. Oui, vous savez, cette histoire de l'union de l'opposition, nous ne sommes pas, c'est pas nous ne sommes pas des gens qui ont commencé. Ça a été dit, construire bloc contre bloc, mais vous avez vu dans un débat récemment, ce que, on a déploré, hein, les insultes, tout ça là, le dénigrement a fait que certains aujourd'hui exigent qu'on leur présente des excuses publiques. Ce que nous, en tout cas, nous disons que non, j'ai donné la gage de chez nous, que nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, on peut se piétiner entre nous. On peut même se blesser, pourquoi pas. Mais on doit se relever ensemble pour avancer. Quand on aura fini de faire la guerre, on reviendra pour qu'on puisse mieux s'organiser et avancer. Là, on peut se demander les comptes. Mais pour le moment, nous sommes en pleine guerre. Nous devons faire des actes de contrition, reconnaître que
ça n'a pas été facile. Hein. C'est comme... Mais qui va faire la et envers qui? Chacun doit le faire. Vous savez, moi, je suis prince chez moi. Chez nous, quand les notables se querellent, on ne juge pas. On les appelle, on dit, bon, ça ne va pas, bon, allez, pardonnez-vous. On amène la cola. On vous dit, on les partage, et puis bon, on ne juge pas. Ça se décrète? Non, c'est comme ça. Mais on ne peut pas demander à un notable de se lever pour aller se mettre à genoux devant l'autre pour lui demander pardon. C'est pas possible. Donc on imagine un chef de parti politique. Oui, qui va les juger. Parce que chacun se dit qu'il a raison. Et quand tout le monde se justifie, c'est que personne n'a raison. Donc il faut un dépassement de soi. Il faut un dépassement. Quand vous êtes dans une situation où chacun se justifie, c'est que personne n'a raison. Donc, c'est ce que nous disons. Même si vous avez raison, c'est dans votre intérêt. Parce que chez nous, on dit, quand on dit prenez, c'est sur la tête d'une seule personne qu'on va mettre. Donc, peut-être même toi qui t'attends le moins, c'est toi qui vas... le plus. Donc, on ne peut pas dans ces conditions. Et ceux qui sont morts dans cette lutte, dans cette lutte-là, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Beaucoup de qui va leur présenter des excuses. Oui, et ceux qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi dans cette histoire. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en exil dans cette situation. Et eux aussi vont venir demander qu'on leur présente des excuses. Donc, nous, en fait, c'est l'une des raisons qui explique notre tribune. C'est ça. Et donc, vous attendez à ce que dans les jours à venir, on sente qu'il y ait cette remobilisation, n'est-ce pas, de l'opposition d'abord, et cette stratégie d'unité, oui. Nous avons vraiment l'espoir parce que il y a les échos. Il y a des gens qui nous appellent. Et actuellement, nous pouvons dire qu'il y a déjà 3 blocs qui sont en train de se constituer. Il y a aussi un autre qui va sortir dans une semaine peut-être. Donc, et l'objectif, c'est d'amener ces 4 blocs à s'entendre sur le plan stratégique. Parce que ici, nous allons à des élections. Il faut maintenant prendre une bonne place dans les centres de décision, que ce soit régional ou législatif, et constituer un sérieux bloc au niveau de l'Assemblée et au niveau des assemblées régionales. Donc, avec quelle base? Beaucoup plus sur la société civile ou bien sur les formations politiques? Non, ici, c'est que quand nous disons que c'est des candidatures stratégiques, c'est que c'est des candidatures stratégiques. Sans couleur politique? Avec toutes les couleurs. C'est avec toutes les couleurs. Donc, ici, c'est l'esprit patriotique et la capacité de prendre le devant. Qu'est-ce qui vous rassure que c'est aujourd'hui que ça peut marcher et que ça n'a pas marché hier? En tout cas... Parce que les égos demeurent toujours. Quand il sera question de partager, par exemple, la carte électorale. Oui, c'est pour pas partager la carte électorale, mais c'est promouvoir les capacités en mutualisant les énergies. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête pour reconnaître que l'opposition a 2 faiblesses. La faiblesse financière et les ressources humaines éparpillées. Donc, il faut ramener, en tout cas, il faut réduire ces faiblesses-là pour permettre à l'opposition de rassurer le peuple. Aujourd'hui, c'est que le peuple est mobilisé depuis. C'est ça. Et il attend quelque chose qui puisse le rassurer. Donc, il faut rassurer le peuple. C'est pour ça que nous disons que si l'opposition n'arrive pas à créer le déclic au cours des élections législatives, c'est que notre souffrance est partie pour longtemps encore. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est une priorité, c'est un impératif. Il faudrait qu'au niveau de l'opposition, que cette guerre s'arrête, que la reconnaissance mutuelle s'exprime, que la volonté de parler d'une seule voix soit réalisée. Et si cette volonté de parler d'une seule voix avait été réalisée avant la CNAP, j'aurais constaté que les résultats de la CNAP auraient été différents. Et alors, il faut encore retourner vers le peuple, n'est-ce pas? Le déformater, parce que pendant longtemps, il y a une seule façon de penser qu'on a enseigné au peuple. Non, vous savez, ce peuple pardonne parce qu'il est dans la souffrance avec ses leaders. Je vous donne mon exemple. Il fut un temps, à Sokodé,
les gens ont crié sur moi. La population de Sokodé, qui m'applaudissait avant, a crié sur moi. Mais je suis sûr que si je retourne aujourd'hui et je leur dis que bon, parce que je suis allé, une fois, je leur ai demandé pardon. Quand j'ai demandé pardon. Cette population a crié pour vous, sur vous, pourquoi? Oui, pendant les élections locales de 2019, parce que beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord qu'ayant boycotté les législatives, on ne peut plus revenir. C'est ça, pour faire les locales. Et qu'il n'est pas question d'aller aux élections avec le régime. Mais je suis retourné pour leur dire que c'est qu'il y a eu incompréhension, que nous sommes les mêmes et que nous avions un seul adversaire. Et je suis sûr, et j'ai eu quand même le retour, beaucoup de personnes qui m'ont vilipendé, qui m'ont insulté, sont revenus me dire, bon, c'est maintenant que tu es venu. C'est ce qu'on attendait de vous. C'est ça. Et donc, je suis sûr que si on a pu le faire... Est-ce que vous pensez, vous proposez aussi aux autres? Si moi j'ai pu le faire à Sokodé, ou chez moi, et que ça, la population a accepté, c'est que sur le plan national, si on le fait, la population ça peut aussi marcher. Non, ça peut marcher parce que les Togolais, ils savent la situation dans laquelle nous sommes et que personne ne peut se prévaloir de sa propre culture. Vous prenez là une autre responsabilité en vous engageant sur ce chemin, au moment où chacun justement voulait évoluer, en rang dispersé de son côté. Alors demandez à ces gens de taire leurs égos, de faire le mea culpa, d'acte de contrition. Vous vous engagez vraiment. Vous savez, pendant longtemps, nous avions travaillé à l'ombre d'un leader. Oui. Quand vous prenez Jean Pissi, quand moi aussi, ou Roudipa, nous étions ce que les gens disent les lieutenants. On a vu faire. C'est vrai que on pouvait se rendre compte qu'il y avait des erreurs, mais on ne pouvait pas se lever et parler. Mais maintenant que Dieu a voulu que nous soyons plus dans les mêmes conditions et que nous avions la possibilité maintenant de nous exprimer et de dire ce que nous pensons, cette responsabilité, nous l'assumons. C'est pour ça, mais je vous le dis, nous ne voulons pas prendre le devant. Notre objectif, ce n'est pas de prendre le devant. Il faut absolument une tête, parce que pour conduire la stratégie, oui. Dans tous les cas, ça peut être porté sur vous, sur qui, sur un autre, oui. Dans tous les cas, vous ne vous imposez pas. Nous ne nous imposons pas. Oui. Nous voulons, c'est ce que nous avions fait. Ce serait trop facile pour vous de vous éclipser au moment où la chose serait en train de... Non, nous ne pouvons pas nous éclipser. Oui. Je vous dis que nous étions là à l'ombre. Hier, aujourd'hui, nous sommes devant. Nous allons nous assumer. Nous allons nous assumer. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Oui. Avant la CNAP, lorsque nous nous sommes constitués en groupe de réflexion pour faire le travail, nous avions fait le travail, on est allé rencontrer les leaders. Chacun nous a dit ce qu'il pense. Il y a un leader qui nous a dit ceci, et ça nous a marqué. Il nous félicite parce que nous pensons que nous avions peur, qu'ils pensent que nous avions peur d'échouer comme eux. Et quand on est sorti, j'ai dit à mes amis que nous n'avions pas peur d'échouer comme eux. Parce que eux, avant de commencer la politique, ils avaient un niveau social au-dessus de la moyenne. Oui. Quand vous prenez les Agouibo, les Idem Kodjou, Gilles Christ Olympio, tous, ils étaient à un niveau très élevé de la société. Alors que nous, on a commencé la politique au sorti de nos études universitaires. Depuis la base, oui. Depuis la base. On n'a aucune place sociale qu'on pouvait. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Quand on était encore étudiants, on avait des repères. Quand on avait des gens comme Degli, Apoibo, Idem Kodjo, Zarif Ayeva, tous ces gens-là, c'était des repères. Oui, c'était des repères. Qui inspiraient. Mais aujourd'hui, nous, quand moi j'ai commencé la politique, j'inspirais. Il y a des gens qui m'appellent et disent, mais quand on te voit, mais depuis un certain temps, non, il n'y a plus de repères. Et le jeune Togolais ne rêve plus. Donc, nous avions intérêt, nous, à sortir de l'ombre et à dire que non, nous pouvons. Comme Obama l'a dit. Yes, we can. Rencontre et échange, nouveau numéro, nous parlons de l'opposition togolaise qui essaie de se retrouver dans une stratégie d'action commune avec cette tribune publiée par 3 acteurs d'entre eux, dont je reçois l'un sur ce plateau, Ouro Kanao, pour parler justement de la stratégie de relance. Alors finalement, il y a longtemps que vous êtes dans la politique, n'est-ce pas? Si on vous demandait de dire votre vision de ce champ, de cette arène politique dans notre pays,
Bon, c'est vrai, il y a Surtout du longtemps. côté de l'opposition. Hein. Oui, non, du côté de l'opposition, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mm. Beaucoup d'erreurs qui ont fait qu'on n'a pas su transformer les essais. Mm. Il y a eu des occasions pour Oui. transformer les essais, mais les Des occasions ratées. Des occasions ratées. Mm. Vous en avez quelques-unes en tête? Rapidement. Bon, au lendemain de l'accord de Ouaga, Oui. il était question de former un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale. Et vous avez vu comment ça s'est passé, oui. alors que ça ne devrait pas se passer. Et quand on vous explique les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça, vous allez vous prendre la tête. Vous allez dire, mais comment on peut rater de telle occasion. Et vous vous rappelez, c'était le 30 juin 2014, à l'Assemblée nationale, il fallait voter la loi, la modification de la Constitution. Et vous vous rappelez, l'UNIR a voté contre. Alors que c'est l'UNIR qui a porté la loi. Voilà, c'est le gouvernement UNIR qui a porté la loi, mais l'UNIR a voté contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qui a fait que cette loi n'a pas été votée et aujourd'hui nous payons. Donc voilà, il y a de ces erreurs-là. Moi, j'ai identifié au moins une demi-douzaine d'erreurs que l'opposition a eu à commettre et qui aujourd'hui, quand aux élections, après les élections législatives de 2014, entre Agbouibo et Idem Koudjo, vous avez vu, même avant 1994, oui. Même en 93, quand Gilles Christ-Olympio disait que si c'est Idem Koudjo, la demande n'a qu'à rester au pouvoir. Bon, bref. Non, c'est des choses vérifiables. C'est ça. On ne va pas revenir sur non, donc voilà des erreurs. Oui. Hein, qu'il faut absolument corriger. Qu'il faut absolument corriger. Et ces mêmes erreurs en 2020, vous avez vu ce qui s'est passé, la cacophonie politique qui s'est installée. Donc, vous voyez, nous qui sommes derrière eux, qui observons tout ça là, nous avions appris. Et nous devons quand même désormais avoir l'expérience. Quand on dit l'expérience, c'est la somme des échecs et des réussites. Et donc, il y a eu beaucoup d'échecs. Pour relancer. Il faut se réorganiser. Et nous savons que le peuple, parce que depuis que nous, on a créé notre mouvement LDP, nous allons sur le terrain. Les Togolais sont d'accord qu'il faut changer de paradigme. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Monsieur Ouro Tchayao, cette émission tire à sa fin. Merci de votre participation. Encore un dernier mot, un message Non, le message, c'est de rassurer tout le monde, que ce soit du côté du pouvoir comme de l'opposition, que nous sommes tous des Togolais. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est l'esprit patriotique. C'est ça. Il faudrait que chacun retourne à l'école du patriotisme. Tout à l'heure, je vous ai cité God UTT. Il est encore vivant, c'est la chance, parce qu'il nous a transmis beaucoup de choses. Et les Togolais doivent retourner à l'école du patriotisme. Merci pour votre disponibilité. Amis téléspectateurs, c'était donc Tchania Ouro Akbo, qui est donc leader du mouvement LDP. Il était mon invité, il faisait partie du trio d'acteurs ayant publié une tribune sur la série de l'opposition, en appelant l'opposition justement à la prise de conscience, à déjà des contritions et à taire les égaux pour relancer les activités et donc occuper le champ politique et soulager la souffrance de ce peuple. C'est fini pour ce numéro de rencontre d'échange. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci.